Merci Jacques. Moi, je me présente souvent comme passeur-cueilleur, à la fois parce que je pense que ce qu'on est en train de vivre, c'est comparable à la mutation du passage du paléolithique au néolithique, mais que je préfère de beaucoup les fonctions de passeur aux fonctions de chasseur. Et la cueillette me paraît être un élément clé pour faire remonter de l'intelligence ascendante et éviter la condescendance, justement. Le beau dessin d'Éric tout à l'heure. Et dans mes différentes activités, je me suis beaucoup intéressé à tous les enjeux démocratiques, le changement de rapport au pouvoir, la mutation qualitative de la démocratie, et je participe à beaucoup de mouvements et réseaux citoyens sur ces thèmes-là. Et puis je me suis aussi beaucoup intéressé à la question d'une autre approche de la richesse, notamment quand j'ai eu l'occasion de conduire une mission à l'époque où il existait un secrétariat d'État à l'économie solidaire, sur non seulement la question des nouveaux indicateurs de richesse, mais aussi d'une nouvelle approche de la monnaie. Voilà. Alors, si je réagis à un certain nombre d'éléments que j'ai entendus, aussi bien dans la séance plénière qu'au niveau des différentes présentations, effectivement, je suis frappé du fait que la grande question, elle était posée par le dessin d'Éric, c'est comment on fait pour que les acteurs qui sont en situation de responsabilité accompagnent ce mouvement de créativité et d'intelligence ascendante, qui était évident pendant les présentations qui viennent d'être faites, et du même coup qui évite l'attitude classique d'un pouvoir qui résonne en surplomb. De ce point de vue-là, on peut simplement revisiter le sens initial du verbe pouvoir. Normalement, c'est un verbe auxiliaire qui s'écrit en lettres minuscules et qui n'a sens qu'avec des compléments. Donc c'est un pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération. Et on comprend bien que si on est dans ce rapport-là au pouvoir, tout ce qui se passe, par exemple, dans une société civile, dans une collectivité qui est caractérisée par de la créativité et de l'intelligence ascendante, va être considéré comme une ressource majeure à démultiplier. Et le rôle des élus, mais aussi des responsables administratifs, ça va être d'accompagner pleinement cette intelligence ascendante. Inversement, si on définit le pouvoir comme un substantif qui s'écrit en majuscule et qui se suffit à lui-même, à ce moment-là, on n'est pas dans du pouvoir de création qui est démultiplié par la coopération, on est dans du pouvoir de conquête, dans du pouvoir de domination, et ce pouvoir-là, il a peur de toute intelligence et de toute créativité. Il se nourrit, au contraire, de la dépression et de l'absence de créativité. Et donc, par rapport à l'une des grandes questions qui apparaissait dans le premier débat, qui était, au fond, il y a notamment deux mots-clés qui ont été utilisés à un moment donné, c'était le terme de magie, qui est un terme très fort, positif, qui renvoie à du désir, à de l'envie, à de la créativité, et puis, juste derrière, le terme de fracture. Et on sentait bien qu'il y avait une espèce d'injonction paradoxale, parce que le numérique, on nous dit il faut que le numérique serve à l'inclusion, il faut que le numérique puisse susciter du désir, de l'envie, de la curiosité, etc. Mais en même temps, les conditions dans lesquelles le numérique est souvent présenté, c'est au contraire de l'injonction descendante avec comme message explicite ou implicite, faites gaffe, si vous ne rentrez pas dans le monde du numérique, vous allez être les perdants du nouveau monde. Et donc, il me semble que si on veut avancer dans la question du nouveau rapport au pouvoir dont nous avons besoin, qui déclenchera aussi un autre rapport à la richesse, j'en dirai quelques mots immédiatement après, il nous faut aussi faire un pas de côté sur
ce qu'on appelle le numérique lui-même. Parce que, comme souvent, le langage peut être enfermant. Quand on dit révolution numérique, par exemple, on pose une espèce d'objet extraordinairement lourd où, en gros, on laisse entendre que l'adaptation aux nouvelles machines est une injonction absolument fondamentale si on ne veut pas se retrouver du côté des perdants du nouveau monde. Et donc, du coup, on déclenche un phénomène comparable à ce qui s'est passé avec les anciennes machines, que ce soit les machines agricoles ou les machines industrielles, et on passe complètement à côté de ce qu'est en réalité la véritable novation qui se joue derrière ce terme de révolution numérique. Et pour juste le faire comprendre, je vais repartir d'un des plus vieux langages numériques du monde, qui donc n'a rien de révolutionnaire parce qu'il est pluriséculaire et même plurimillénaire, c'est le langage du yin et du yang. Est-ce que tu l'as mis là? J'ai fait un dessin là-dessus. Ah, tu as déjà fait un dessin. Alors voilà, je prends le fameux yin et yang. Et on voit bien que la transcription de ces deux éléments binaires, comme on dit, il y a deux éléments, le yin, le yang, va s'exprimer sous une forme numérique avec un trait et deux petits traits, et que ça va composer un langage qui potentiellement va avoir deux avantages énormes, qui est l'avantage de la simplicité, parce qu'effectivement c'est un langage binaire. Alors on peut le faire avec des traits, on peut le faire avec des creux et des bosses, avec des noirs et des blancs, enfin toutes les formes binaires possibles. Donc ça c'est la question, c'est l'avantage de la simplicité. Et puis l'autre avantage, c'est l'avantage de l'universalité. On peut à peu près tout exprimer en langage binaire. Oui, mais il y a une énorme difficulté, c'est que ça prend beaucoup d'espace et ça prend beaucoup de temps. Si vous prenez par exemple le langage binaire le plus classique qui est avec des 0 et des 1, eh bien, si vous voulez passer d'une base 10, eh bien, à partir du 2, vous allez être obligé d'utiliser davantage de 1 et de 0 puisque vous n'avez que ceci à votre disponibilité. Ce qui fait qu'un chiffre même relativement simple, du genre 152, va vous prendre beaucoup de place et va vous prendre aussi beaucoup de temps. Et si vous ne voulez pas simplement le faire avec des chiffres, mais avec des lettres, ça va être encore plus compliqué. Puis si vous voulez que ça soit des images, des sons, etc., ça devient absolument inconfortable. Ce qui explique que ce très vieux langage multiséculaire qui nous vient du yin et du yang, eh bien, il est resté inutilisé pendant très longtemps. Et la vraie révolution, c'est celle qui, justement, a permis la contraction de l'espace et du temps que ne permettait pas le numérique à l'origine. Et cette contraction de l'espace et du temps, elle vient du fait qu'on a inventé à un moment donné des outils de contraction qui se sont appelés le laser, le microprocesseur, le transistor. Mais qu'est-ce qui a permis l'invention de ces outils? Ça n'est pas le numérique, c'est la révolution véritable qui nous vient de la physique quantique. Et quel est le cœur de la physique quantique? Si on a à la résumer d'un message un peu bref, c'est que nous sommes dans un univers vibratoire et que nous sommes nous-mêmes des êtres vibratoires. Un univers vibratoire parce que même quand je crois être en présence de solides, comme cette table, ces ordinateurs, en réalité, je suis en présence de 99,999% de vide. Donc en réalité, ce qui compte, ce sont les fréquences vibratoires et la façon dont elles s'agencent, et les lois d'attraction ou les lois de répulsion. Et donc, à partir du moment où je comprends que le véritable phénomène, c'est le phénomène vibratoire, et que nous-mêmes, nous sommes des êtres vibratoires, non seulement, comme le dit souvent Pierre Rabhi, nous sommes composés de près de 80% d'eau, pareil pour l'air, mais derrière tout ça, nous sommes composés de ces éléments même de 99,999% de ce qu'on appelle à tort le vide, mais qui est un vide créateur, qui est un
ensemble extraordinairement vibratoire, et c'est la qualité vibratoire qui va être l'élément décisif. Et donc, si je dis moins qu'une révolution numérique, qui est finalement un langage réducteur et qui crée derrière une exigence d'adaptation aux nouvelles machines et de peur de ceux ou celles qui ne se sentent pas prêts à cette adaptation de se sentir exclus, si au lieu de parler de révolution numérique, je parle de métamorphose vibratoire, ben à ce moment-là, il va y avoir deux choses. D'une part, je vais retrouver un autre élément qui était présent dans le yin et le yang, c'était la deuxième diapo, qui était que je vais rentrer en contact à travers cet échange vibratoire, non seulement avec autrui, mais aussi avec l'univers. Et ce qui était un des éléments anticipateurs extraordinaires avec le yin et le yang, c'est effectivement de comprendre que derrière ça, il y a à la fois la relation à l'autre, en particulier la relation entre le féminin et le masculin, mais aussi entre le ciel et la terre, et aussi, par exemple, comme on le voit sur cette diapo, ça permet de rentrer dans l'univers des saisons, dans l'univers de l'orientation, dans l'univers du chaud, du froid, du masculin, du féminin, etc. Et donc, quand on comprend ça, on comprend du même coup, si je vous dis par exemple métamorphose vibratoire et à quel moment de votre vie vous sentez-vous le plus en vibration, ça m'étonnerait beaucoup que vous disiez uniquement quand je suis devant mon ordi, ma tablette ou mon smartphone. En tout cas, il est probable que c'est aussi quand vous êtes dans un rapport à la beauté ou à l'amour que vous vous sentez en relation vibratoire. Et même quand vous utilisez votre tablette, votre smartphone, etc., le plus probable, en tout cas pour 99,9% d'entre nous, ça n'est pas le codage qui est derrière l'écran et ce qu'on va voir, ça va être les éléments de contenu. Moi, je sais que la chance que j'ai en utilisant des outils comme cette tablette, c'est je me pose une question, je vais sur un moteur de recherche et j'ai cette chance extraordinaire d'accéder en quelques minutes à un ensemble d'éléments, d'informations, mais aussi artistiques, mais aussi historiques, etc., qui effectivement me font vibrer. C'est la qualité de cette vibration qui est essentielle. Mais à ce moment-là, si le véritable enjeu n'est pas tant le numérique et son adaptation, mais la qualité vibratoire, qui y compris nous fait faire retour sur la véritable origine du yin et du yang, et le rapport interhumain et le rapport à l'univers, ben à ce moment-là, on comprend bien que toute personne, tout groupe social qui rentre dans une certaine qualité de vibration est bienvenu dans ce nouveau monde. Donc, bienvenue aux poètes, bienvenue aux amoureux, bienvenue aux créateurs de toute nature et pas simplement aux codeurs et aux spécialistes de l'informatique, qui évidemment eux-mêmes ont toute leur place, mais qui, y compris, ne sont passionnés la plupart du temps que par ces outils-là, que aussi parce que derrière leur passion, il y a une vibration qui s'exprime. Donc ce pas de côté que je propose sur le passage de la révolution numérique à la métamorphose vibratoire, il nous permet de revenir aussi sur deux questions qui me semblaient au centre des différents débats, qui étaient effectivement le changement de rapport au pouvoir, la question politique, et le changement de rapport à la richesse, la question économique. Parce qu'à ce moment-là, si je me pose les questions en termes vibratoires, je vais dire quelle est la forme de pouvoir qui facilite des champs vibratoires. Et évidemment, ça sera beaucoup plus un pouvoir de création démultiplié par la coopération, un pouvoir qui se nourrit et qui accompagne une intelligence ascendante, et non pas un pouvoir en surplomb, un pouvoir condescendant, un pouvoir qui a peur de la créativité et de l'intelligence des sociétés dont il est le mandant provisoire. Et pour les mêmes raisons, ça va être la question d'un autre rapport à la richesse. C'est-à-dire, si je veux déclencher des effets vibratoires, il faut que je parle de la vraie question de la richesse, qui est qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies, et non pas
de la question « qu'est-ce que l'on compte ?» Si je pars de la question « qu'est-ce qui compte le plus dans nos vies ?» eh bien, je vais retrouver les éléments clés de la vibration, qui sont le rapport interhumain, qui sont le rapport à la nature, le rapport à la beauté, le rapport à l'amour, le rapport à la poésie, le rapport à tout ce qui nous fait vibrer. Et à ce moment-là, à l'intérieur d'une collectivité donnée, si je regarde l'ensemble des sources de richesse, eh bien, je vais trouver aussi bien les richesses naturelles que les richesses humaines, mais je vais tomber sur une difficulté, c'est qu'une grande partie de ces richesses, de ce qui compte, n'est pas exprimée dans le langage de ce qui compte, et singulièrement dans le langage monétaire. Et au mieux, le langage monétaire ne me décrit qu'une petite partie de la richesse d'un territoire. Ça, c'est au mieux, c'est-à-dire une vision réductrice. Par exemple, la question du bénévolat qui a été souvent exprimée, une grande partie du bénévolat, comme il ne s'exprime pas par des flux monétaires, il va être invisible dans les comptes monétaires de la richesse. Ça, c'est la vision réductrice. Mais la vision monétaire, elle peut être aussi carrément mensongère. C'est-à-dire que j'ai un certain nombre d'activités qui vont générer des flux monétaires, mais qui correspondent en réalité à des activités dangereuses, destructrices. Parce que si je gère des produits toxiques, eh ben, je peux avoir un chiffre d'affaires important avec mes produits toxiques. Si je fais de la vente d'armes, si je fais du trafic de drogue, etc., je n'ai pas, dans les systèmes de comptabilité monétaire, une colonne particulière pour dire « attention, ces flux monétaires positifs sont liés à des activités dangereuses, destructrices, nuisibles, etc. » Ça, c'est tout un tas d'éléments que j'avais développés dans mon rapport « Reconsidérer la richesse » et qui a été ensuite repris par des acteurs importants comme la commission Stiglitz. Aujourd'hui, on a un débat international sur ces questions, mais en tout cas, ce qui est essentiel, c'est de comprendre que là aussi, ce qui permet de créer des fréquences vibratoires positives à l'intérieur d'un territoire, c'est de se poser la question de la richesse à partir de ce qui compte et de se poser la question des bénéfices. Là aussi, on retrouve le terme originel. Bénéfice, à l'origine, ça ne veut pas dire solde monétaire positif. Bénéfice, ça veut dire activité bénéfique, source de bienfaits. On voit bien quand on faisait le tour de l'exposition que l'un des éléments clés qui apparaissaient, c'était des activités bénéfiques, des activités utiles. Et dans ces activités bénéfiques, une partie de ces activités bénéfiques n'était pas faite par des acteurs qui généraient des flux monétaires. On a même eu tout à l'heure un échange qui était tout à fait intéressant et frappant sur le rôle décisif des bénévoles et que si on continuait à ne pas permettre aux bénévoles de développer leur activité, on allait vers des pertes majeures de richesse sur un territoire. Et là aussi, de la même façon qu'il faut revisiter le terme de bénéfice, il faut rappeler que le terme bénévole, ça ne veut pas dire non rémunéré. Bénévolat, c'est l'orientation de la volonté. Donc, c'est tous les acteurs qui se situent dans une volonté bénéfique. Le contraire du bénévolat, ce n'est pas le salariat. Le contraire du bénévolat, c'est ce qu'on peut appeler le malévolat, hein, c'est-à-dire une volonté destructrice. Par exemple, vous avez un secteur mondial du malévolat avec l'économie du crime, l'économie de la drogue, l'économie des ventes d'armes, etc. Voilà, ça c'est un vaste secteur du malévolat. Et au passage, remarquez que ça n'est pas le statut qui va définir le fait que vous êtes du côté du bénévolat ou du malévolat, parce que par exemple, vous pouvez avoir très bien des entreprises bénévoles à partir du moment où elles créent des biens et des services jugés utiles, et vous pouvez avoir tout aussi bien une association de malfaiteurs. Et entre le vaste secteur du bénévolat et le secteur du malévolat, on peut dire qu'il y a un troisième secteur dont la caractéristique est sa pauvreté en information, c'est-à-dire il ne dit rien de la nature bénéfique ou nuisible de sa volonté, il dit simplement « je gagne ou je perds de l'argent ». C'est ce qu'on pourrait appeler le secteur du lucravolat. À ce moment-là, l'une des fonctions de l'évaluation, j'avais eu l'occasion, quand Michel Rocard était Premier ministre,
de faire une mission sur l'évaluation des politiques publiques, et j'avais proposé d'entendre le mot évaluation dans son sens fort, c'est-à-dire de délibération sur ce qui fait valeur, et en entendant le mot valeur, lui aussi dans son sens premier, la valeur, ça veut dire la force de vie. Donc, évaluer, c'est effectivement se poser la question du bénéfique et du nuisible sur un territoire. Et si on est en présence d'acteurs qui n'ont rien dit au départ du caractère bénéfique ou nuisible de leur activité, le rôle de l'évaluation, c'est d'aller faire remonter cette information et cette capacité de discernement. Et donc, vous voyez, si je boucle l'ensemble de ces éléments, le pas de côté sur la révolution numérique, sortir du caractère d'injonction descendante et en même temps angoissante et dire si vous ne vous adaptez pas aux nouvelles machines, vous allez être les perdants du nouveau monde. Comprendre que la véritable force de ce qui se joue derrière la révolution numérique mal nommée, c'est en réalité cette métamorphose vibratoire et que c'est la qualité vibratoire qui est essentielle, que ce soit sur les outils numériques eux-mêmes, que ce soit dans le rapport au pouvoir, que ce soit dans le rapport à la richesse. Et si on rassemble tous ces éléments, on comprend bien que le grand enjeu, c'est celui de politique de bien vivre, de buen vivir, comme le disent nos amis latino-américains, c'est-à-dire qu'est-ce qui permet à une collectivité humaine de développer sa fréquence de vie, sa fréquence vibratoire positive, bref, qui lui permet de vivre à la bonne heure, en entendant le mot bonheur dans son sens de pleine présence, et non pas de coup de chance ou de capital que l'on aurait peur de perdre après l'avoir acquis. Et c'est exactement ce que le philosophe Spinoza appelait la question de la joie comme alternative aux passions tristes. Et cette question-là, elle est à la fois au cœur de l'intime de nos vies, et en même temps, c'est la grande question politique et sociale de demain. Et c'est la raison pour laquelle j'appartiens à un archipel citoyen qui s'appelle Osons les jours heureux. Et l'un des thèmes que nous développons, c'est choisir d'être heureux est un acte de résistance politique créatrice. Merci.